La grosse du quartier. Première partie. On appelait cette femme la grosse du quartier, mais en fait on aurait pu dire les grosses, car il y avait la mère et la fille, Marceline et Bérengère, toutes les deux si fortes et si laides qu'on ne pouvait s'empêcher de les plaindre à chaque fois qu'on les croisait. Elles marchaient en claudiquant, la mère parce qu'elle approchait des 70 ans, et que, courtaude, elle était comme empêtrée dans ses propres jupes, la fille parce qu'elle tirait toujours un caddie, et que cela gênait sa marche déjà pénible. La mère avait des cheveux blancs si mal entretenus que la simple perspective de plonger la main dedans vous arrachait des frissons. Et la fille, qui devait avoir 40 ans, mais comment estimer un âge dans de telles circonstances, attachait les siens de manière hâtive par un nœud élimé. On ne les voyait parler à personne, sauf à quelques vieilles qui leur ressemblaient, et l'opinion commune était la suivante. Marceline avait eu sa fille par un homme de passage, sans doute ivre, et vivrait avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Qui donc aurait pu consciemment coucher avec cette femme? Pire, vouloir fonder une famille avec elle. Il fallait que l'homme ait déguerpi, courant vers une ombre qu'il n'aurait pas dû quitter. La mère phagocytait complètement la fille. Bérengère avait l'air gentil, le visage éclairé par un sourire perpétuel, mais soumise à Marceline, qui, pleine de caractère, exigeait qu'on s'occupe d'elle. Le comble était que Marceline devait entretenir sa fille dans l'idée qu'elle n'était rien sans elle. Bérengère avait la chance de pouvoir vivre encore avec celle qui l'avait conçue. Il était pourtant évident qu'elle resterait vieille fille toute sa vie, et cela par la seule faute de sa mère. Certes, Bérengère était laide, mais son obésité s'expliquait en partie par ce repli. Sans doute aurait-elle été moins sale, moins repoussante et moins bête au contact d'autres personnes. Chaque matin, on les voyait partir en vadrouille dans le quartier du Haut-Belleville pour acheter des fruits et légumes, un journal parfois. Elles descendaient la rue des Envierges, montaient péniblement la volée de marche pour atteindre la rue des Pyrénées et se glissaient dans les magasins en jouant la comédie de leur dialogue perpétuel, animé par des sortes de disputes éclairs. Puis elles retournaient dans leur HLM de la rue des Envierges, un bâtiment dont la façade de béton apparent et de balcons massifs, effrités sur les côtés, enlaidissait le quartier. Les bobos qui habitaient dans les environs investissaient les résidences modernes et les immeubles bourgeois du siècle précédent, bâtis en pierre de taille et en briques rouges. Certes, ils se plaignaient de la misère des HLM, mais c'était elles qui faisaient pression à la baisse sur les loyers. Par ailleurs, elles leur donnaient une certaine bonne conscience. Au pied de l'HLM traînaient souvent des garçons désœuvrés. Un peu plus loin, en direction du belvédère qui dominait le parc de Belleville et ouvrait une immense perspective sur Paris, il y avait un porche où s'organisait un trafic de drogue. Marceline connaissait par cœur le balai des clients, les horaires des vendeurs, les sifflements signalant l'approche de la police. Elle avait plusieurs fois dénoncé le trafic auprès du commissariat, mais elle-même avait fini par renoncer. Les descentes et les arrestations n'avaient en fin de compte servi à rien, puisque les trafics avaient repris dès le lendemain avec d'autres visages, puis les mêmes visages quelques jours plus tard. Elle en avait voulu au fatalisme de la police, puis au fatalisme de la classe politique, qui n'avait pas l'air de vouloir enrayer cette forme de commerce. Elle maugrait chaque jour des phrases assassines du haut de son balcon, en direction des jeunes qui paraissaient prendre du bon temps, levés tard et toujours bruyants. Bérengère, elle, demandait à sa mère de parler moins fort et de ne pas dire autant d'horreurs. Bien sûr, elle n'aimait pas cette idée du trafic à 100 mètres de chez elle, mais elle estimait que cela structurait la journée de ces garçons qui, sans cela, se seraient sans doute montrés plus agités, peut-être violents. Et puis, ils n'avaient pas l'air méchants. Ils souriaient beaucoup, jouaient comme des enfants sur l'esplanade avec leur scooter, tenaient aimablement la porte de leur HLM quand on voulait entrer. Elle se sentait même assez proche de ces jeunes. Comme eux, elle n'avait pas fait d'études et ne partait pas chaque matin au travail dans une jolie voiture neuve. Comme eux, elle s'estimait en marge d'une société qui lui laissait la part congrue et qui la menaçait toujours d'exprimer son mépris. Alors, elle leur adressait un regard bienveillant. Adolescente, elle avait pourtant souffert de leur moquerie. Et puis elle s'y était faite.
Après tout, c'était justifié. Elle-même n'aimait pas l'image qu'elle voyait dans la glace et devinait que cette vie de solitude avec sa mère ne l'arrangeait pas. Elle avait quitté le lycée dès l'âge de 16 ans, mais elle avait eu le temps d'y comprendre la cruauté des enfants. Elle avait tellement essuyé d'humiliations que les insultes en pleine rue ne la gênaient plus. Il suffisait d'accélérer. Venant chaque jour des mêmes garçons, c'était même une forme de reconnaissance, une taquinerie. Bérengère faisait partie du décor, et on la charriait comme une vieille cousine. Les choses s'étaient même apaisées quand elle avait approché la trentaine. Certains s'étaient-ils lassés de l'insulter, certains autres étaient-ils partis. Toujours est-il qu'elle avait cessé d'entendre des choses désagréables, seule ou en présence de sa mère. Elle ne sentait plus qu'une certaine indifférence. Elle croisait des regards ou n'en croisait pas, c'était la même chose. Tant qu'elle pouvait se déplacer autour de chez elle avec la sensation de pouvoir respirer, c'était une sorte de victoire. Le quartier devenait habitable, voilà tout, et sa vie d'autodépréciation devenait non pas agréable, mais indolore. N'était-ce pas un moyen d'atteindre à peu près la moitié de ce qu'il était loisible d'espérer sur cette terre? L'année où sa mère tomba malade, Bérengère découvrit enfin les prénoms de quelques garçons et apprit même à les connaître. C'est qu'elle s'inquiétait de laisser sa mère seule gémir dans sa chambre. Elle en était arrivée à imaginer une procédure particulière, une procédure à laquelle elle avait eu le plus grand mal à se résoudre, mais qui lui semblait la seule possible. Son idée était la suivante. Puisqu'il fallait bien faire les courses, ou même s'absenter pour les inévitables démarches du quotidien, mais que prendre le risque que sa mère, respirant à peine, incapable de se lever sans danger, se fasse mal, s'évanouisse ou même décède en son absence, lui était intolérable, elle devait trouver un moyen pour qu'on la prévienne en cas de problème. Et le grand défaut de l'appartement, à savoir tous ces bruits de la rue qui parvenaient aux fenêtres, pouvait devenir un avantage, car il était envisageable qu'un des garçons, toujours posté là pour ses trafics, prête une oreille attentive aux gémissements de la vieille. Le plus difficile restait évidemment de trouver le courage de s'adresser à ces garçons qui l'avaient tellement insultée. Il devait la mépriser, comme à peu près tout le monde autour d'elle. Il risquait surtout de lui rire au nez, pourquoi pas même de lui cracher dessus, à la perspective de lui rendre un service aussi misérable. Sans doute refuserait-il, un peu comme on refuse de toucher la couche d'un enfant. Bérengère profita du fait que sa mère s'était assoupie pour descendre rapidement dans la rue. Jamais elle n'avait eu tant d'énergie pour dévaler les marches. Et l'urgence l'aida à prendre la parole devant les garçons. Ceux-ci n'entendirent pas ses premières paroles. Ils n'imaginaient tellement pas que cette femme puisse leur parler qu'ils n'avaient pas compris qu'elle s'adressait à eux. Aussi dut-elle s'y prendre à 2 fois pour leur dire bonjour et capter leur regard. « Excusez-moi, mais j'aurais besoin d'un service. Ma mère est malade, j'ai peur de la laisser seule. Pouvez-vous me donner l'alerte si elle se met à crier ?» 2 des garçons éclatèrent de rire. Les 2 autres se montrèrent agacés. « Voilà, on n'est pas tes larbins. On a autre chose à foutre, là. » Je ne parlais pas pour tout de suite, mais si vous le pouvez, un jour, vous me prévenez. Et moi, je vais faire quelques courses. 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. La seule chose que vous aurez à faire, c'est rester là et me prévenir si ma mère se met à crier. Elle n'en revenait pas d'avoir été capable d'énoncer plusieurs phrases devant un public si hostile. Elle avait trouvé sa propre voix très douce, presque inexistante. Elle n'avait pas bégayé, elle s'était fait comprendre. Le plus dur avait été accompli, le reste ne dépendait plus d'elle. Elle se figea dans l'attente d'une réponse, serrant le sac de cuir qu'elle avait mis en bandoulière, un sac si petit, sur son corps si massif, qu'il ressemblait à un jouet, un sac qu'elle avait porté 20 ans auparavant, lorsqu'elle avait pensé, naïve qu'elle était, qu'elle pouvait séduire. Les 2 qui avaient ri continuèrent à glousser, cherchant à entraîner les autres dans la même attitude. Mais ces derniers restèrent sévères, n'en revenant toujours pas. Ils étaient à 2 doigts d'insulter Bérengère et sa grabataire de mère,
mais l'habitude de les voir chaque jour depuis des années les retint. Et puis, il devait le reconnaître, Bérengère s'adressait à eux avec une gentillesse qui n'était pas coutumière. Le plus costaud, un grand noir comme enroulé dans un sweat qui lui faisait un torse large et mou, s'avança. Il ne la regardait pas dans les yeux, mais s'exprima d'une voix chaleureuse, presque enrouée. Ses mots n'étaient pas ceux de Bérengère, il avait des réflexes de langage de rue qu'elle n'avait jamais adoptés. Malgré tout, elle perçut dans ses propos une certaine intelligence et même de la bienveillance. « La vieille, votre mère, elle crie pas trop? C'est pas une folle, je veux dire? Si elle crie, est-ce qu'elle a vraiment raison de crier? » « Oh oui, dit-elle, vous savez, j'ai simplement peur qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal, ou qu'une douleur plus vive. C'est juste pour me rassurer, je m'en voudrais sinon. Que personne soit en bas pour me prévenir en cas de problème. » Bérengère voyait bien que le grand noir réfléchissait. Luttait-il contre son envie de tout envoyer promener, ou bien contre son envie d'accepter tout de suite, naturellement, devant un groupe qui ne la comprendrait pas? Il balançait les bras, sans doute par gêne, et le reste du groupe se taisait. Il avait l'air d'inspirer le respect. Les trois autres étaient maigres et petits. Un noir au visage très doux, la peau parcourue de reflets orangés sous le soleil du matin, manifestement peu bavard. Un Indien, à moins qu'il ne s'agisse d'un Sri Lankais, si fluet qu'on ne voyait plus ses fesses dans le pantalon de jogging qui lui tombait sur les chaussures. Et un blanc au visage curieusement marqué, le nez camus, les paupières gonflées, un air de grande fatigue et de dureté. Chez ces trois jeunes, Bérengère sentait une certaine docilité. Elle savait de quels actes, de quelle dureté ils étaient capables, mais elle savait aussi qu'il s'agissait de réactions à une vie froide et dure, et qu'au fond, ils n'aspiraient qu'à une chose, qu'on les prenne dans ses bras. « Eh, madame, c'est bon, on peut le faire. Si vous me voyez là le matin, pas de problème, allez faire vos courses. Si jamais la vieille, elle crie, je crie fort aussi pour vous rameuter, pas de problème. » Gloussement des trois autres, mais Bérengère comprit qu'il fanfaronnait sans penser à mal. Il dit s'appeler Boubacar. Elle le remercia. Son « merci monsieur » parut aussi incongru que le « madame » précédent, mais ce genre de parole était indispensable pour établir le contact. 20 ans de vie commune sans un mot échangé. Il fallait bien comme un calumet de la paix, ridicule mais solennel. Bérengère se retrancha dans l'appartement, expliqua à sa mère qu'elle allait bientôt faire des courses et qu'il faudrait crier s'il y avait un problème. La mère eut du mal à comprendre, maugréa quelques phrases et s'agita pour signifier que sa fille pouvait bien faire tout ce qu'elle désirait. Elle se recoucha en gémissant, mais avec une impatience qui laissa penser à Bérengère qu'après tout, elle n'était pas mécontente de vivre dans son lit, routine macabre, mais relativement nouvelle. Deuxième partie. L'habitude fut ainsi prise. Une fois par jour, Bérengère sortait de l'immeuble avec son caddie. Elle adressait un signe au groupe qui se destinait en fait à Boubacar. Celui-ci patientait là, pied contre le mur, rigolant avec ses congénères et promettant de ne pas s'éloigner pendant un quart d'heure. Ensuite, avait-il expliqué, il estimait avoir le droit de partir, ce que Bérengère comprenait. Mais elle se doutait qu'il ne se le permettrait pas. Il était difficile de parler d'attachement réciproque, encore que Bérengère n'était pas insensible au charme de ce gros ours. Mais il s'était installé un climat de pudeur. Si Boubacar était encore le seul à soutenir le regard de Bérengère, elle sentait désormais chez les autres, à la place du mépris d'autrefois, une indifférence polie. Quelques semaines après cette prise de contact, l'état de Marceline s'aggrava. Elle dut être conduite à l'hôpital. Pour la première fois, Bérengère se crut obligée de penser à ce que pourrait être la vie sans elle. Elle s'en effraya. Décidément, son existence n'était qu'un désert sans horizon.
Au moins la présence de sa mère avait-elle représenté comme un cocon, certes gros de menaces futures, mais truffé de satisfactions quotidiennes. L'épluchage du programme télévisé, l'achat d'une pièce de boucher le vendredi soir, la balade au parc du dimanche parmi les Chinois pratiquant le tai chi. Sans sa mère, Bérengère se trouverait nue devant une condition misérable, sans amis, sans amants, sans famille, sans la moindre expression d'amour. Elle avait mis 20 ans à s'y préparer, mais l'échéance approchait dangereusement, et il semblait que toutes les réflexions préalables n'aient servi à rien. De retour à l'immeuble, elle croisa Boubacar à qui elle déclara, simplement, qu'il n'avait plus besoin d'attendre sous la fenêtre, puisque la vieille folle, comme il disait, était à l'hôpital. « Dommage », déclara-t-il de cette manière bourrue qui plaisait décidément à Bérengère. Elle passa une partie de l'après-midi à rêver à ce mot. C'était curieux tout de même, de regretter de ne plus avoir à rendre service. Boubacar était-il encore plus gentil que ce qu'elle avait espéré? À bien y réfléchir, elle n'avait pas le souvenir qu'il l'ait jamais insultée, même quand il était enfant. Elle n'en avait jamais voulu aux autres pour leur agressivité, mais le simple fait qu'il se soit retenu de la traiter de sale truie prenait tout à coup du relief. Il y avait donc de la bienveillance en ce bas monde. Mais Bérengère refusa de trop y réfléchir. Elle redoutait de nouvelles prises de conscience sur la profondeur de la méchanceté. Elle sortit dans l'après-midi s'acheter des pains au chocolat, péché mignon auquel elle eut des scrupules à s'abandonner. Mais la perspective de passer devant Boubacar lui plaisait, et quand elle fit descendre son caddie sur le trottoir, un caddie vide qu'elle avait emporté par réflexe, Boubacar attendait là. Il sursauta, se détacha du mur comme pour venir lui parler, puis il se rabattit dans sa position habituelle, visage imperturbable. Pendant les 15 minutes de sa course, Bérengère vécut des affolements de pensée. C'était impossible, se disait-elle, impossible qu'un garçon comme Boubacar puisse ressentir de l'attachement pour elle, encore moins de l'attirance. Alors, une forme de pitié? Elle n'était pas sûre d'en vouloir. Pourtant, l'idée d'une compassion de la part de Boubacar ne lui était pas désagréable, car un lien se créait, de toute autre nature que le mépris. D'ores et déjà, cette présence d'un homme aux yeux desquels elle était un être humain, sensible et souffrant, représentait la chose la plus formidable qu'elle ait jamais vécue. Sans parler du fait que Boubacar lui plaisait. Des 4 du groupe, il était le plus massif, le plus mature. Il ne souriait pas beaucoup, et ses paupières tombantes lui donnaient l'air d'un mammifère endormi. Mais son calme inspirait confiance. Ses joues si rondes évoquaient l'enfance. Ses impeccables sweats gris, toujours propres et repassés, donnaient envie de se réfugier contre lui. Fantasme improbable, bien sûr, mais fantasme que Bérengère n'aurait pas caressé quelques semaines plus tôt. Elle se disait qu'il fallait du cran à Boubacar pour tenir le mur toute la journée, gérer son équipe et s'adresser tour à tour à la clientèle et à de gros bonnets, quand ce n'était pas à la police. Il gérait ainsi une véritable PME, le risque physique en plus. Elle n'osait imaginer les intrigues et les brutalités quotidiennes au sein de ce genre d'entreprise, et elle frémit à l'idée qu'un jour Boubacar puisse être victime d'une descente de la BAC ou d'un règlement de compte. Quelle horreur! Assister de sa fenêtre aux empoignades, aux coups de feu. Les cris ne surgiraient plus de sa fenêtre, ils viendraient du bitume, et ce seraient les cris de l'homme qu'elle aime, ses derniers cris avant que la propre vie de Bérengère se ferme à jamais, volet clos sur un appartement devenu caveau. À son retour, elle approcha lentement de Boubacar, impériale à son poste, et prit une décision qui la bouleversait. Elle allait lui sourire, un sourire qu'elle savait déjà maladroit, et peut-être désagréable pour un homme qui ne la trouvait pas belle, mais un sourire tout de même, un sourire de reconnaissance et de chaleur humaine. Au fond, Boubacar souffrait peut-être que les gens ne le considèrent qu'avec dédain. Il devait tenir à ce qu'il existe quelques personnes à penser à lui autrement que pour le juger, d'autres personnes que les 3 garçons qui travaillaient pour lui. Elle approcha, ralentissant sa marche,
le cœur serré à l'idée que Boubacar ne se tourne même pas vers elle, mais le miracle eut lieu. Boubacar tourna sa tête massive et son regard si calme, si dénué d'émotion, la transperça. Elle eut alors la force d'émettre un sourire, réquisitionnant toute l'énergie qu'elle portait en elle. Elle voulut que ce sourire résume sa vie, qu'il présente l'ensemble des choses bonnes qu'elle ait jamais portées. À cet instant, Boubacar esquissa lui aussi un sourire, mais un sourire pénible, hésitant, dressant les lèvres pour mieux les laisser retomber. Ça n'était pas grave, l'essentiel était dit, et Bérengère grimpa chez elle, en retenant son envie de siffloter. Le soir, elle se regarda dans la glace. Ce qu'elle y vit lui déplut. Elle trouvait que son visage évoquait une grosse poire un peu molle, posée sur un plat de faïence. Ses cheveux maigres, assez gras, semblaient incongrus, comme une algue perdue sur une plage. Elle s'en voulut. Pouvait-elle rattraper 20 années, 40 années d'oubli de soi? Sûrement pas. Mais se rendre présentable, pour offrir l'allure d'une personne qui cherchait à provoquer autre chose que le dégoût, oui. Elle prit une douche, se renseigna sur des shampoings favorisant le volume, fit un inventaire des robes qu'elle possédait, et décida de déposer au pressing la plus jolie de toutes, une robe à grosses fleurs qu'elle avait achetée il y a longtemps, quand elle avait été voir les plages normandes avec sa mère. Pour la première fois depuis son adolescence, elle se coucha en se roulant dans les draps, cherchant dans le sommeil non pas l'oubli, mais des images nouvelles, des images de bonheur et d'accomplissement sensuel. Ce Boubacar, elle ne le posséderait sans doute jamais, mais le simple fait qu'il éveille en elle le désir la comblait de joie. Se coucher de bonne humeur, c'était une chose tellement inattendue qu'elle ressentit le besoin d'y réfléchir, et bientôt les valses de chair invraisemblables se mêlèrent dans son âme aux considérations graves sur le bonheur et sur le sens de la vie. Les jours suivants, de nouveaux sourires furent échangés, mais sans que l'un ni l'autre ne parviennent à engager la conversation. Les 3 autres garçons restèrent sur leur réserve, ne sachant plus sur quel pied danser. Il leur paraissait inconcevable de dire bonjour trop franchement à cette fille, mais ils tenaient à ne plus se moquer d'elle. Alors ils détournaient le regard, refusant d'y penser. Et Bérengère appréciait cette autorité que Boubacar exerçait naturellement sur eux. Un jour, la mère de Bérengère décéda, et Bérengère en fut stupéfaite. Elle ne s'y était pas attendue. Pourtant, Marceline avait été malade, et le service médical l'avait maintenue en observation. Les médecins avaient d'ailleurs prévenu. L'état de la patiente pouvait se dégrader. Il fallait s'attendre au pire. Mais Bérengère s'était montrée optimiste. Elle devait même reconnaître qu'elle avait cessé de trop s'inquiéter, et elle s'en voulait. Malgré tout, comment regretter une attitude qui lui avait fait du bien, et qui, de toute façon, ne pouvait avoir accéléré le décès de sa mère? Il était toujours temps de souffrir, et le deuil n'allait pas être facile. Sonnée, Bérengère parvint à faire les démarches nécessaires, aidée par l'assistante sociale, une petite dame un peu sèche qui la suivait depuis des années. Elle se retrouva comme une idiote dans l'appartement désormais silencieux. Les seuls bruits provenaient de la rue, et Bérengère se mit à guetter les exclamations des garçons, comme elle avait guetté plus jeune certaines publicités à la télévision. Elle s'était tellement attendue à ce que sa vie s'effondre qu'elle épiait les premiers coups de semonce. Elle fut accablée les premiers jours, mais le quotidien sembla triompher. Les gestes habituels réclamaient d'être accomplis. Bérengère avait tellement vécu le chagrin par avance qu'il paraissait consommé. C'était l'ennui qui régnait désormais chez elle, et une morosité terrifiante. Seule, la pensée de Boubacar projetait quelques couleurs ici ou là. Un jour qu'elle passait devant lui, elle eut le cran de lui déclarer que sa mère était morte. Il se détacha du mur et se dressa devant elle, immense. Il émit un « oh » qui valait sans doute pour l'expression de la peine, et il la considéra pleinement. « Ça va aller ?» dit-il. « Je m'étais préparé à la chose.
C'est jamais facile, je sais. Si je peux aider, n'hésitez pas. Bérengère n'osa pas lui dire qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais qu'elle aurait aimé qu'il monte prendre un thé chez elle. À moins que ce ne soit précisément une forme d'aide. Elle le supplia si fort du regard qu'il en fut gêné. Il tint bon cependant, et parvint à trouver quelque chose d'autre à dire, lui proposant son assistance pour les problèmes de plomberie. C'était l'occasion rêvée. Bérengère lui répondit la phrase la plus courageuse qu'elle ait jamais prononcée. « Venez plutôt boire quelque chose. » Elle avait profité de l'absence des trois autres. Boubacar eut un rire de surprise, mais le simple fait qu'il s'avance en direction de la porte valait acceptation. Chamboulée, Bérengère craignit pour l'état de l'appartement. Heureusement, depuis le temps qu'elle se préparait à la scène, elle avait organisé le séjour de manière agréable, en astiquant les meubles et en débarrassant tout ce qui pouvait encombrer. Elle connaissait la modestie du lieu, mais elle se doutait que Boubacar n'habitait pas non plus dans un palace. Ils pénétrèrent dans le séjour. Le balcon de l'étage supérieur occultait une partie de la lumière. Une lampe halogène projetait sur les murs son cercle jaune, illuminant un poster représentant une fontaine aux paillettes d'or et la série de pots d'aluminium alignés sur une réglette. « Voilà », dit-elle simplement, tandis que Boubacar s'asseyait. Pour la première fois, la chaise grinça. Ils se montrèrent joyeux, invinciblement joyeux, en dépit du contexte. Après tout, ils parlaient de la disparition de Marceline, mais Bérengère vivait une véritable illumination à recevoir un homme chez elle, qui plus est un homme imposant, et dans un appartement qui était désormais le sien, ou plutôt dont elle était la seule locataire. Cette liberté-là se confondait avec le plaisir. Oui, c'était dans un même élan qu'elle oubliait ses chaînes et qu'elle approchait des bras de l'homme qu'elle aimait. Quoi qu'il en soit, et même si tout cela relevait du fantasme, la bonne humeur rendait Bérengère volubile, et elle se surprit elle-même à parler pour ne rien dire, évoquant tel commerce ou tel habitant de l'immeuble. Boubacar ne répondit pas grand-chose, buvant son thé du bout des lèvres, non par délicatesse, mais parce qu'il n'aimait pas ça. Il prononça quelques mots, tout en restant sur la réserve. Bérengère interpréta cette attitude comme une forme de pudeur, résultat d'une éducation rude et de réflexes qui s'acquièrent dans la rue. Mais chaque fois que Boubacar se permettait une parole, c'était un enchantement. Il avait une voix profonde, chaude, soyeuse. Il parlait de ses gars, à la fois amis et collègues. Jamais il n'évoqua la nature de ce qu'il vendait, et au fond cela plaisait à Bérengère. Elle était d'accord avec lui pour considérer que ce commerce en valait d'autres, et que Boubacar était soumis, comme tout un chacun, à la loi banale et parfois triste du quotidien. Mais c'était leur chance. Ils vivaient dans cette rue marquée par l'infamie, mais vivaient sous le même ciel que tous les autres. Au détour d'une phrase sur sa mère, Bérengère se laissa surprendre par un sanglot. Elle ne l'avait pas senti monter, et elle eut la sensation qu'on la prenait en traître. Elle s'assit pour reprendre ses esprits, et surtout, ne pas basculer dans les pleurs. Fermant les yeux, elle respira fort, tandis que ses lèvres se figeaient, et que son visage lui donna l'impression de fondre, dévasté par une sorte d'énergie qui la quittait. Quand elle les rouvrit, elle vit que Boubacar avait posé sa main sur la sienne. Il la fixait de manière étrange, sans expression particulière. C'était un geste de réconfort, et Bérengère parvint à soutenir son regard. Puis elle se leva, comme brûlée par l'intensité de ce qu'elle ressentait, et commit la maladresse de se trouver devant lui. Mais ce fut une maladresse sublime, car, en roulant son bras autour de sa taille, Boubacar entraîna Bérengère et la fit s'asseoir sur ses genoux. Alors Bérengère éclata vraiment en sanglots. Les larmes achevèrent de lui brouiller le visage, et la fraîcheur de cet abandon lui fit perdre conscience de ce qui se passait. Les épaules frémissantes, les yeux rougis,
Elle eut du mal à rester stable sur les genoux de Boubacar, et celui-ci passa le bras derrière sa nuque pour attirer progressivement la tête de Bérengère contre son épaule. Alors elle se sentit calée, comme jamais elle ne l'avait été contre quelqu'un. Les cuisses de Boubacar restèrent fermes, et son torse, ses épaules, ses bras la soutinrent sans difficulté. Le sweat fit un oreiller merveilleux. Pendant de longues minutes, sans se lasser, sans varier de tonalité, Boubacar répéta « Ça va aller maintenant, ça va aller ». Les jours suivants, il prit l'habitude de la dévorer du regard chaque fois qu'elle rentrait chez elle, et Bérengère prit un malin plaisir à sourire, sans l'inviter cependant. Elle avait envie de faire durer cette situation comme pour s'assurer qu'elle ne soit pas illusoire, et pour en profiter aussi. Après tout, il y avait un risque que tout s'effondre. Le soir, elle avait mauvaise conscience à se contempler dans la glace en pensant à sa mère, mais c'était aussi une forme d'hommage. « Tu m'as quitté, maman, mais tu vois que je peux m'en sortir. Je pensais dépendre entièrement de toi. Je pensais que tu m'avais rendue malheureuse, mais ça n'était pas vrai. Je peux vivre seule, et surtout, je peux nouer des rapports avec le monde, et même avec des hommes. C'est une victoire sur toi, mais je te le dois aussi. La vie que tu m'as offerte n'est finalement pas si mauvaise. » Le shampoing fit son effet. Les cheveux de Bérengère devinrent plus lisses, plus soyeux. Ils se laissèrent facilement peigner et attacher vers l'arrière en une jolie natte. Bérengère se sentit à l'aise dans des jupes sobres, souvent noires, surmontées de gilets de couleurs vives. Elle avait toujours eu conscience de son poids, mais la douleur se faisait vive désormais. Impossible de revenir en arrière ni d'effacer ces années, ces décennies de nourriture. Quand elle y pensait, son cœur se serrait. Elle préférait se concentrer sur l'idée qu'elle avait une poitrine opulente et un fessier rebondi, du moins quand elle se cambrait. Le spectacle de son ventre fripé, de ses cuisses flageolantes, la désolait. Mais personne ne l'obligeait à les découvrir. Et puis, se disait-elle, dans les situations d'intimité, il y avait toujours l'ombre. Un matin, elle fanfaronna devant Boubacar. « Je dois aller faire une course plus longue que les autres, dit-elle. Vous gardez l'appartement ? » « Votre mère n'est plus là. »« Quelqu'un pourrait rentrer. »« Ça m'étonnerait, mais bon, je suis là pour vous. » Et ces paroles précipitèrent en elle une décharge de plaisir si puissante qu'elle en oublia le prétexte de sa course. Elle s'éloigna presque en chancelant, retrouva le motif, mais ne parvint pas à s'ôter de la tête l'image de Boubacar, la prenant à nouveau dans ses bras. Elle acheta une entrecôte si grosse qu'elle mangea son budget de la semaine, quelques légumes et des boîtes de conserve, assez pour entretenir un homme pendant 8 jours. Puis elle reprit le chemin du retour, les jambes fébriles, mais enivrée par son propre courage. Boubacar était là, discutant âprement avec les 3 autres. De sombres affaires les agitaient. On comprenait qu'ils se disputaient à propos d'un membre extérieur du groupe et qu'ils en étaient à 2 doigts d'en venir aux mains. Bérengère trouvait assez triste de les voir d'une humeur si noire. Des garçons si jeunes, avec ces visages d'adultes déjà marqués par la colère. Seul Boubacar restait fort et distant, le regard cette ferme, mais cette attitude si cool qu'elle admirait tant. Alors que Bérengère s'engageait dans l'entrée, et qu'un blanc se faisait dans la conversation, elle eut le temps de déclarer qu'elle venait d'acheter une entrecôte. Les 3 autres n'en revenaient pas qu'elle se permette d'interrompre leur dispute. Mais, contre toute attente, Boubacar opina du chef et lui emboîta le pas. Ils furent ahuris. Ils étaient tentés de rire, mais la stupeur s'imposa. Ainsi Boubacar connaissait-il vraiment cette fille ? Ils eurent des gestes de dépit, tandis qu'ils disparaissaient dans la cage d'escalier, les laissant à leur conflit. Elle fit rapidement revenir la côte de bœuf, mais Boubacar ne tenait pas en place. « Ça chauffe dans le coin, dit-il, des affaires de bise. »
mais elle ne voulait pas en savoir davantage, souriant sans raison. Coupant court à ses récits, il déclara qu'il n'avait pas encore vu l'appartement, et elle lui proposa une visite. Elle prit soin de couper le feu sous la poêle, et s'engagea dans le couloir. Il y avait 5 mètres à peine avant d'atteindre la chambre, dont elle avait renouvelé le couvre-lit. Des fleurs encore une fois. Elle le sentait proche d'elle, dans son dos, la pressant de marcher plus vite, la caressant presque de son souffle. Étourdissant. La tension du quartier, la côte de bœuf, cette impatience de la part de Boubacar, tout concourait à une impression de bestialité, et Bérengère entra dans la chambre, en se disant qu'elle frôlait l'inconscience, mais qu'elle n'aurait pas d'autre occasion. Cette chance relevait du miracle, il fallait s'y précipiter, quitte à ce qu'une autre femme puisse considérer cela comme une forme d'agression. Avant même qu'elle se soit tournée vers Boubacar, Bérengère sentit ses mains glisser de chaque côté de sa taille et la faire basculer sur le lit. Elle eut un rire nerveux, mais bientôt l'empressement de Boubacar l'empêcha de réfléchir. Tout entière occupée à défaire la robe et à lui présenter ce qu'il voulait, sa poitrine, ses fesses, ses cuisses, exactement comme elle l'avait deviné, elle en oublia toute stratégie. Elle se mit à souffler, elle aussi, bouleversée par ses efforts, car il fallait rouler sur le lit, se débattre avec les jambes, lutter contre le trop-plein d'émotions. Un moment, Boubacar lui demanda d'aller fermer la fenêtre. Elle s'exécuta. À son retour, elle découvrit le torse de Boubacar, parsemé de petites touffes de poils rabougris, les pectoraux comme de vastes seins, mais frémissant par endroits d'une certaine tension musculaire. Elle fut alors emportée par le même appétit que Boubacar dans le couloir, se collant à lui, cherchant à ce que leurs chairs se confondent. Bientôt, il la fit basculer sur le ventre et s'empara d'elle. Sans ménagement, il malaxa ses fesses, tandis qu'il la pénétrait longuement, durement. Elle trouva l'exercice très intense, assez peu romantique, mais il mettait des râles qui faisaient plaisir à entendre, et elle chercha à adopter les mouvements qui leur donnaient des sensations. Il lui empoigna les plis de part et d'autre de la taille, et finit son affaire dans un grognement formidable. Elle en rit de vertige. Sans un mot, par la suite, il mangea la côte de bœuf dans la cuisine et consentit à boire une tasse de thé. Troisième partie. Il eut du mal à témoigner de la tendresse les fois suivantes, mais il y parvint peu à peu. Par leurs courts échanges, elle comprit ce qui le liait à elle. C'était quelque chose d'essentiellement physique, mais qui ne lui déplaisait pas. Il aimait vraiment ses formes, le fait que sa chair paraisse débordée. Il se moquait du fait que Bérengère passe pour une fille laide. Il ne le voyait pas, lui. Ce qu'il voulait, c'était un corps fort et généreux. « Mon côté africain », disait-il en riant. Elle n'osait pas lui demander pourquoi il ne fréquentait pas d'Africaines, même si la question lui brûlait les lèvres. Mais il communiquait beaucoup de cette façon, par courts échanges, où beaucoup de choses restaient à deviner. En général, il se présentait dans la matinée, à l'heure où le quartier restait calme. Les éboueurs étaient passés, les premières voitures, les mères avec leurs enfants. Puis le silence s'était installé avant le déjeuner. L'équipe de Boubacar dormait encore, et lui se faufilait sur le perron, grattait sur la porte, et venait la rejoindre dans la pièce encore dominée par l'ombre. Ils se contentaient de quelques mots, allaient s'étreindre dans la chambre, puis reprenaient leur conversation autour d'un café. Bérengère commençait à noter ses habitudes. Elle remarquait qu'il portait un t-shirt bien repassé le lundi, qu'il mettait 3 morceaux de sucre dans sa tasse, qu'il prenait une douche 1 jour sur 2. Le simple fait qu'il lui permette, par la force des choses, de l'observer ainsi, la touchait beaucoup. De même que la touchait beaucoup le fait qu'il ne fasse pas l'amour certains jours. Il lui arrivait effectivement de gratter à la porte, sans attendre de rétribution physique, et les brins de conversation devenaient alors délicieux. C'était pour elle qu'il venait, c'était elle qu'il avait envie de voir, c'était avec elle qu'il débutait sa longue journée.
Peu importe qu'il se montre de mauvaise humeur, qu'il n'ait pas grand-chose à se dire, ou qu'il passe en coup de vent. Il lui avait offert sa présence, et quoi qu'on en dise, c'était une forme d'amour, peut-être le début d'un véritable amour. Un jour, ils entendirent les 3 garçons rire sous la fenêtre, et Boubacar s'écria « Merde, ils sont déjà là !» Il enfila son sweat et disparut dans l'escalier. Bérengère ne s'en formalisa pas. Elle observa discrètement la scène de la fenêtre. « Qu'est-ce que tu foutais dans l'immeuble ?» Un nouveau client. « Putain, c'est la mère Fatima qui consomme. »« Non, non, pas elle. » Au bout de quelques secondes. « Mais qui alors ? Il y a que des familles là-bas. »« Je vous dirai bientôt, c'est du gros, je vous dis. »« Voilà, dis-le nous tout de suite, c'est quoi ce délire de secret ? » « Ferme ta gueule, je te dis. Si je te dis que je lance un gros bise, c'est que je lance un gros bise. Je te dirai quand ce sera ok, et si tu le mérites, d'accord ? Quelques instants plus tard, la situation s'était apaisée, et Bérengère rangeait la cuisine. Elle se sentait soulagée pour Boubacar, qui décidément en imposait à tout le monde, mais triste aussi qu'ils prennent tant de peine à cacher leur relation. Sans doute s'était-elle trompée sur la nature de leurs sentiments. Ce n'était pas si grave. Il reviendrait, c'est sûr, et elle saurait le satisfaire. Il revint effectivement dès le lendemain. Mais il avait l'air soucieux. Puisque Bérengère se sentait en confiance, elle osa poser tout de suite la question qui fâche. Alors qu'elle lui servait un café corsé, renonçant à ses thés qu'il avait finalement toujours bu de mauvaise grâce, elle le regarda droit dans les yeux, de cette manière onctueuse qu'elle se découvrait capable de prendre, pour lui demander « T'as pas envie que ça se sache pour nous deux ?» Il soupira. « C'est compliqué, tu sais. » Et elle s'en voulut d'avoir eu cette prétention, car elle se doutait qu'il n'était pas facile pour un homme de s'afficher avec une femme si laide, l'obésité valant d'ailleurs laideur pour beaucoup. Elle risquait de perdre Boubacar si elle l'oubliait trop vite. Et pourtant, comme il était douloureux d'avoir toujours à se le rappeler, alors que dans les moments passionnés, même Boubacar devait admettre qu'ils avaient leur sursaut de folie dans ce lit au mauvais ressort donnant sur une rue jonchée de détritus. Ils oubliaient comme par miracle ce regard venu de l'extérieur. Ils oubliaient qu'il faille se cacher. Il repartit vite ce jour-là. Tout l'après-midi, Bérengère eut l'estomac tordu à l'idée de l'avoir fait fuir. Qu'elle se contente donc de ces passages. C'était un formidable cadeau du ciel pour une pauvre fille comme elle. Et qu'elle cesse de fantasmer sur un amour en plein jour. De toute façon, ces choses-là n'existent jamais vraiment. Il y a toujours une part de secret et de mensonge. Quelle arrogance, à peine déflorée, déjà possessive. Boubacar, 2 jours plus tard, revint, et elle le couvrit de baisers. Il restait sur la chaise, Marcel bien repassé, regard tendu vers la fenêtre, à ne pas broncher tandis qu'elle déposait ses lèvres sur son crâne, son cou, ses épaules. Elle aurait pu mourir pour lui à cet instant. Leur histoire aurait pu s'arrêter là, elle aurait pu décider que toute vie sur terre s'interrompt à ce moment précis, pour la seule raison qu'il venait de lui faire vivre le plus beau moment qu'elle ait jamais vécu, cette preuve d'amour consistant à lui pardonner ses pics de vexation. Ils firent l'amour assez vite et il partit sans délai, sous prétexte que son équipe allait bientôt arriver. Ce jour-là, elle le comprit parfaitement. Elle ne voulut plus prendre le risque que leur relation cesse par le simple effet des moqueries des autres. Peu importe que Boubacar n'ait pas la force d'affronter les rires, elle le lui pardonnait. Après tout, le monde est parcouru de forces contre lesquelles il est inutile de lutter. Bérengère s'était faite à cette idée depuis 20 ans. Il aurait été ridicule de revoir sa vision des choses en quelques semaines. Le lendemain, Boubacar se présenta à nouveau et ce fut un ravissement. Décidément, ce bel homme ne se lassait pas d'elle, et les espoirs les plus fous prenaient forme. Il s'attachait, s'attendrissait, prenait ses habitudes. On aurait dit un véritable petit couple. Surtout, jouir en silence de cette joie nouvelle, ne pas la clamer sur les toits, ne rien exiger de Boubacar qui n'excède ce qu'il pouvait donner. Bérengère lui prépara 3 belles tranches de la meilleure brioche du quartier, lui proposa des confitures de marque et lui servit un café dans une tasse plus grande que d'habitude.
« Je suis accueilli comme un roi, dut-il admettre, et il sut la remercier comme il fallait. Il la porta jusque dans la chambre, un exploit sans aucun doute, et mit les formes quand il s'agit de la déshabiller. Il eut des gestes lents, des attentions câlines et même des mots doux. Croyant perdre la tête, Bérengère en eut des affolements de plaisir. Elle fit les gestes qu'il aimait, prit les positions qui lui plaisaient. Elle fit tout pour qu'il reçoive autant de plaisir qu'il lui en offrait. Ils eurent des allaitements réguliers, profonds. Alors qu'elle s'apprêtait à jouir, dominée par le torse couvert de sueur de Boubacar, elle sursauta à cause d'un bruit sec contre le carreau. Elle s'interrompit une seconde et comprit alors leur erreur. Ils avaient oublié de fermer la fenêtre et s'étaient abandonnés à des cris qui ne laissaient aucun doute possible. Elle cessa de bouger. Il l'interrogea du regard et comprit enfin. Alors, ils se rhabillèrent avec gravité, passèrent dans la cuisine. Boubacar souffla fort et décida de réfléchir à la stratégie à adopter. Bérengère rêva qu'ils sortent de l'immeuble comme si de rien n'était. Mais les jets de cailloux par la fenêtre continuèrent et des rires fusèrent. « Mon petit paquet, répétaient les garçons. « J'ai dit ça, moi » demanda Boubacar, et Bérengère acquiesça en souriant. Alors il souffla de nouveau, l'air préoccupé. Comme les jets continuaient, Bérengère alla fermer la fenêtre et ne put s'empêcher de cracher vers la chaussée avant de verrouiller. C'était une erreur, sans doute, mais elle avait éprouvé un violent mouvement de détestation. Ces connards gâchaient ce qu'elle avait de plus beau. Quand elle revint dans la cuisine, Boubacar était parti. Alors, la mort dans l'âme, elle ouvrit discrètement la fenêtre de la cuisine pour guetter les conversations. Et ce qu'elle entendit lui fendit le cœur. Il n'y eut rien qu'elle n'ait déjà entendu, rien qu'elle n'ait soupçonné, mais des mots qui, prononcés dans les rires, en pleine rue, alors qu'elle avait cru depuis quelques semaines qu'il s'éloignait à jamais, lui firent l'effet d'explosion dans sa chair, à quelques millimètres de son cœur et jusque dans sa tête. « Putain, tu te tapes la grosse, voilà la victime, mon petit paquet. On savait pas que t'aimais les baleines. » Boubacar tenta de répondre, mais les trois autres parlaient trop fort, hilars, tous en même temps, trop heureux de voir leur supérieur, incapable de reprendre le dessus. Il tenta bien de nier, mais l'évidence était flagrante, et il mettait tant de mauvaise foi à protester. Alors, il changea d'attitude. « Fermez vos gueules! Oubliez pas que c'est moi qui vous donne du taf. » Comme il se taisait, il crut judicieux d'imposer davantage encore son autorité. « Et vous dites rien à personne, putain !» Alors les rires reprirent, car l'un des trois répondit « Ça, c'est pas possible, patron. » Et comme il menaça de les frapper, ils se dispersèrent dans la rue, hurlant de rire, leurs pas résonnant sur les façades. La grosse voix de Boubacar renonça à se faire entendre. Bientôt, il n'y eut plus personne sur le trottoir, les garçons avaient filé, trop heureux de l'épisode, et Boubacar lui-même avait disparu, sans doute mortifié. Bérengère, elle, resta prostrée dans la cuisine, incapable de sortir pour affronter à nouveau, comme tous les jours depuis 20 ans, les regards moqueurs ou apitoyés de ces monstres qui formaient le monde extérieur. Les jours suivants furent un supplice. Refusant d'être vue, Bérengère ne sortit plus faire ses courses qu'à l'heure de l'ouverture des magasins, avant de se terrer dans l'appartement, laissant ouvertes les fenêtres pour mieux guetter ce qu'elle entendait de la rue. Elle était comme au théâtre, un théâtre uniquement sonore, ou dont on n'apercevait les acteurs que de haut, furtivement, quand ils s'éloignaient. Sinon, Bérengère aurait eu trop peur qu'on détecte sa présence. C'était une pièce atroce. Chaque jour, Bérengère entendit les moqueries qui visaient Boubacar et qui la visaient elle, sans que ça l'atteigne vraiment. Le pire était cette autorité que Boubacar cherchait à retrouver et qui lui échappait. Les gamins s'encourageaient les uns les autres et trouvaient dans cet effet de groupe le cran pour résister aux menaces. Apparemment, ils continuaient à travailler pour lui, mais ne le respectaient plus. Lui n'arrivait plus à prendre la parole sans qu'on le conteste, qu'on le reprenne ou qu'on l'ignore. Peut-être aurait-il dû les licencier, se disait Bérengère. Il aurait traité le problème à la racine
et n'aurait pas eu de difficulté à trouver d'autres garçons. Mais les choses ne pouvaient pas être aussi simples, et Bérengère souffrait que Boubacar ne s'en ouvre pas à elle. D'ailleurs, il ne venait plus. Mais elle priait pour que l'orage passe. Parfois, des graviers atteignaient les fenêtres. Il pleuvait dru, puis se calmait, tapotant le verre avec une sorte d'énergie lasse. Bérengère ne savait pas quel garçon s'acharnait ainsi sur elle. Sans doute chacun des trois, tour à tour. Elle restait alors assise à la table de la cuisine, se crispant à chaque impact, réfugiée dans l'appartement comme dans une tombe, et laissant monter en elle une profonde tristesse. Que se tramait-il donc? Elle entendait moins les voix, Boubacar lui-même ne cherchait plus à s'imposer, et c'était comme si le groupe tout entier s'éloignait, la quittait, elle et son désespoir. Quatrième partie. Un jour où le groupe ne semblait pas faire le pied de grue en bas de l'immeuble, Bérengère se risqua à passer la tête par la fenêtre. Elle resta là pendant 1 heure et finit par apercevoir passer un garçon, puis un deuxième. Ils arpentaient la rue comme d'habitude, passant d'un pas d'escalier à l'autre pour discuter, écouter de la musique ou échanger des marchandises. Boubacar lui-même passait de temps en temps au bout de la rue, au niveau du café, serrant la main des amis qu'il croisait. Il était donc toujours dans le quartier, menait ses affaires comme avant, et savait éviter les éclats de voix avec ceux qui travaillaient pour lui. Bérengère souffrit. Elle voulut savoir ce qu'il en était exactement, et prit le parti de mener son enquête. Attendant que la rue soit déserte, elle descendit rapidement, s'éloigna vers la gauche en tirant son caddie, et fila dans la rue parallèle. Celle-ci remontait elle aussi vers le parc de Belleville, mais personne n'y vendait quoi que ce soit, et l'on pouvait espérer n'y croiser aucun jeune. Elle ménageait par ailleurs, si l'on se plaçait sur le bon pas de porte, une vue complète sur la jonction des 2 rues, menant au terre-plein dominant le parc. Là se retrouvaient la plupart des groupes du quartier, sortant du terrain de basket sur la gauche, fumant des joints ou guettant le client. Bérengère se cala contre la porte et attendit. Elle devait plisser les yeux pour distinguer les visages et faire semblant de fouiller son caddie quand des gens passaient, mais le poste d'observation restait excellent. Elle aperçut l'un, puis l'autre, puis le troisième des garçons, non pas en groupe, mais venant à tour de rôle discuter avec les gens qui se trouvaient là. Ils souriaient, s'amusaient, fumaient un peu, repartaient en scooter ou se chamaillaient. Quant à Boubacar, il finit par pointer le bout du nez lui aussi, l'air sérieux, serrant des mains. Il semblait avoir refait sa vie quelques centaines de mètres plus loin. Il n'y avait plus de doute à ce sujet. Il évitait désormais de tenir le trottoir sous la fenêtre de Bérengère, et même de passer à proximité. Ironie de la situation, Bérengère n'avait pas noté le numéro de téléphone de Boubacar, et ne pouvait donc même pas l'appeler. Elle n'osait pas venir lui parler au milieu de ces groupes, qui finirait peut-être par la molester. Accablée, elle revint chez elle pleurer tout un après-midi, partagée entre la tristesse de cet éloignement et la colère contre Boubacar, mais surtout contre ces garçons qui avaient piétiné cet amour. La nuit tombant, pressée par l'angoisse, elle décida d'aller marcher un peu, chose tout à fait inhabituelle chez elle, qui aimait regarder la télévision. Elle partit sans caddie, et s'engagea d'un pas ferme sur le même chemin que le matin. Les groupes s'étaient dispersés. Les seules silhouettes qu'elle dépassa tenaient les pas de porte, plus assidus que jamais. Sans doute les clients se présentaient-ils volontiers en début de soirée. Au grand soulagement de Bérengère, personne ne sembla la remarquer. C'en était même étonnant. Peut-être son pas décidé la protégeait-il. Elle s'avança dans la zone à risque, ces 2 rues perpendiculaires où Boubacar et ses hommes officiaient, et la parcourut sans faiblir. Tout parut s'éclaircir. Avec une chance qu'elle interpréta comme un signe du destin, elle passa tour à tour devant le garçon blanc au visage si marqué, le petit arabe si nerveux,
le noirci maigre, distants l'un de l'autre d'une centaine de mètres. Ils tenaient chacun la grille d'un immeuble et l'ignorèrent royalement, sans doute concentrés sur les nouvelles tâches que leur avait confiées Boubacar et soucieux de retrouver l'énergie positive du groupe. Elle ne se félicita pas qu'ils se retiennent de se moquer d'elle. Elle n'en était plus à ce genre de considération. Il prenait le parti de l'ignorer, mais elle-même les considérait d'un regard froid, tout entière à son ébahissement de pouvoir ainsi remonter la rue, comme dans un rêve où personne ne la remarquait et où chacun s'en tenait à sa fonction. À peine essoufflée, et même agréablement surprise par l'efficacité de sa marche, Bérengère parvint à l'extrémité de la rue, débouchant sur la rue de Belleville, à la circulation très vive, penchée vers le centre de Paris. Là, sur le trottoir, Boubacar s'entretenait avec un jeune homme affalé sur un scooter, l'air endormi, tripotant de petits sachets qu'il fourrait dans un sac. Boubacar était splendide avec son torse bombé, ses mains fortes sur le guidon, ses jambes légèrement arquées. Bérengère le perçut comme un être étrange, supérieur aux autres, et qu'elle avait la fierté de connaître. Il vit arriver Bérengère. Surpris, il détourna la tête et se déplaça pour lui tourner le dos. Bérengère sentit naître en elle un courage proche de l'inconscience. Elle avait l'impression de ne plus appartenir à cette vie. L'être qu'elle aimait n'existait pas vraiment, auréolé de son prestige. Quant à elle, personne ne l'avait regardée ce soir-là. C'était le silence qui l'entourait, et même le refus de communiquer. C'est pour cette raison qu'elle ne s'offusqua pas de ce qui survint alors. Elle s'approcha du scooter, le contourna, et se planta devant Boubacar pour lui dire bonsoir. Elle n'attendait ni conversation, ni justification, ni quoi que ce soit proche de l'échange. Mais l'attitude de Boubacar fut si radicale qu'elle en eut le souffle coupé. À la rigueur, s'il l'avait insultée. Mais il ne répondit rien et balaya son regard de droite à gauche exactement comme si elle n'avait jamais paru. Elle répéta son bonsoir et lui ne broncha toujours pas. Le garçon sur le scooter tourna la tête vers elle, mais imita le silence de Boubacar. Il eut un vague froncement de sourcils, se demandant qui pouvait bien être cette pauvre fille, avant de reprendre la conversation. Bérengère se remit en route. Plus rien. Elle n'avait plus rien dans sa vie. Alors, de retour à l'appartement, elle voulut profiter de l'atmosphère si particulière de ce soir-là, cette atmosphère où l'on pouvait se déplacer sans encombre, où personne ne vous parlait, où personne ne vous remarquait, où les gens que vous cherchiez se présentaient à vous les uns après les autres dans une sorte de clarté d'évidence. Ce genre de moment ne se représenterait pas de sitôt, ni le sentiment de ne pas exister. Bérengère se rafraîchit le visage, se parfuma, changea de chaussures et glissa dans un sac de tissu qu'elle se passa sur l'épaule un beau couteau de cuisine, celui qu'elle hésitait toujours à utiliser tellement il tranchait bien. Marchant vite, elle décida de reprendre le même chemin, sans oublier le détour par la rue de gauche, une pointe de superstition à laquelle elle tenait. Elle eut l'impression de croiser davantage de personnes qu'un quart d'heure plus tôt, mais c'était sans doute l'effet de la crainte. Et elle se promit d'agir sans hésiter, dès que l'occasion se présenterait. Jamais elle n'avait commis la moindre agression, jamais elle n'avait giflé ni même insulté qui que ce soit. Ce qu'elle allait accomplir, elle comptait sur la chance pour que cela se déroule sans encombre. Elle arriva à hauteur du garçon blanc, qui, cette fois-ci, la vit arriver. Comme elle ralentissait à son approche, et semblait vouloir s'adresser à lui, il le gratifia d'un élégant « Dégage, salope !» Vérifiant que personne ne s'annonce, elle serra le manche du couteau dans le sac, le sortit discrètement, le rangea le long de sa cuisse, et, parvenue à hauteur du garçon, le planta directement dans son ventre. Il n'avait pas eu le moindre geste de prévention. Elle sentit que le couteau pouvait s'enfoncer davantage, aussi plaqua-t-elle sa main contre la nuque pour que le garçon se penche tout à fait. Il en eut le souffle coupé. Gémissant, il s'affala à genoux. Bérengère retira le couteau, qu'elle avait enfoncé jusqu'à la garde, et reprit son chemin. Elle prit son parti de ne pas ranger le couteau, mais de le garder contre sa cuisse, un peu vers l'arrière,
pendant qu'elle approcherait du deuxième garçon. Il fallait agir vite, car le premier pouvait commencer à crier, même agonisant. Ce qui la sauvait, c'est qu'on ne pouvait la soupçonner au premier regard, et si jamais l'alerte était donnée, les quelques secondes de répit que lui offrirait son épouvantable silhouette pouvaient la sauver. Le deuxième garçon la vit arriver, mais préféra braquer le regard à nouveau sur son smartphone. La lumière lui faisait un visage d'ange. On aurait dit qu'il regardait un film plein de bons sentiments. Bérengère eut tout le loisir, les derniers mètres de son approche, de penser à sa manière de planter le couteau, et s'effraya à l'idée que son attaque n'avait peut-être que blessé le premier garçon. Où donc frapper pour tuer à coup sûr? La seule force de Bérengère consistait à pouvoir évaluer désormais la force qu'il fallait pour enfoncer la lame dans la chair. Elle se dit qu'il fallait frapper 2 fois. Elle donna le premier coup alors qu'elle était encore en mouvement, enfonçant la lame dans le flanc du garçon, parfaitement offert à elle. Il eut un cri de surprise, tendit le visage vers le ciel, lâcha le smartphone et paniqua des mains, tandis qu'il s'affaissait vers le sol. Elle le fit basculer tout à fait sur le dos, et là, décidé par les gémissements très forts qu'il poussait déjà, planta la lame sans hésiter dans la gorge, à la jonction du torse. Le gamin en eut le sifflet coupé. Le sang se mit à couler après quelques éclaboussures. Bérengère prit le chemin du troisième. C'était incroyable la force qu'elle sentait en elle, et en même temps le sang qui lui quittait le visage. Elle devait être livide. Elle se sentait dans la peau d'un spectre, glissant dans les rues, frappant avec force. Sa laideur l'avait abandonnée. Plus personne ne pourrait se moquer de son physique. Elle avait déserté le genre humain. Derrière elle, des exclamations fusèrent, des cris de surprise, des appels, des gémissements. Tout un monde de cauchemars qu'il fallait quitter au plus vite. Quand elle approcha du troisième garçon, il avait levé la tête, alerté par les bruits. Mais, naïf comme il était, il guettait le bout de la rue sans même accorder de regard à la grosse qui marchait vers lui. Elle prit un air mauvais, lèvres pincées, yeux plissés, pour lui asséner le premier coup, très brutal, dans le ventre. Cette fois-ci, elle y était allée vraiment fort, et d'un geste sûr, elle saisit la nuque du garçon pour attirer sa tête vers elle. Elle plaqua son visage sur la graisse de son épaule et le frappa 2 autres fois profondément. Il eut des gargouillis, des souffles, et Bérengère se dégagea. Elle repoussa le garçon qui, ahuri, heurta la grille et glissa à terre. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Bérengère lui cracha au visage. Elle repartit vite, rangea le couteau dans le sac, passa devant le garçon au scooter qui semblait sur le point de s'endormir. Boubacar n'était plus là. Qu'aurait-elle fait si elle l'avait trouvé sur son chemin? Bizarrement, elle n'y avait pas réfléchi. Mais elle ne lui avait jamais voulu de mal à lui. En 5 minutes, elle put faire le tour du bloc d'immeubles et regagner son appartement. La confusion régnait dans la rue, un peu plus loin. Des plaintes, des pleurs se faisaient entendre. Il y avait des silhouettes qui couraient, d'autres qui formaient des attroupements. C'était décidé. Si des gens commençaient à tambouriner contre sa porte, Bérengère se trancherait la gorge. Elle refusait la justice ou le lynchage. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire, ce que 40 ans de vie soumise l'avaient préparée à commettre. Elle ne voulait ni compassion ni colère. Aucune explication surtout. Mais rien ne vint. Toute la soirée, les cris se poursuivirent, et même après le balai des ambulances. Puis tout s'éteignit. La nuit reprit ses droits, et le ciel étoilé. Bérengère veilla jusqu'au petit matin dans un état second. Les jours suivants, elle resta chez elle, consommant ce qui restait dans le réfrigérateur. Elle finit par sortir le surlendemain pour faire ses courses et acheter le journal. À son grand soulagement, elle apprit que les 3 garçons étaient morts, et que l'enquête privilégiait l'hypothèse d'un règlement de compte entre trafiquants, même si le mode opératoire était tout à fait inhabituel. L'affaire déclencha les commérages. Bérengère s'immisça plusieurs fois dans des conversations entre gardiens d'immeubles, et même à des comptoirs.
Elle apprit ainsi que Boubacar avait été placé en garde à vue, un moment soupçonné. On avait rapporté à la police qu'il avait été en conflit avec les garçons. Mais plusieurs témoins l'avaient identifié quelques centaines de mètres plus loin, au moment des assassinats, et il avait été disculpé. Puisque Bérengère ne recevait aucune visite de police, elle supposait que Boubacar n'avait pas donné son nom. Peut-être ne la soupçonnait-il même pas. Cependant, il lui arriva de le croiser à plusieurs reprises les semaines suivantes. Il avait maigri, des rides d'inquiétude lui barraient le front, et il ne l'ignorait plus. Oh, ça n'était pas le regard enamouré dont il avait enrobé les journées de leur relation. Ce n'était pas non plus le regard de quelqu'un que l'on connaît vaguement. C'était le regard hargneux d'un véritable ennemi, teinté, et cela Bérengère au fond n'en était pas peu fière, d'une nuance d'angoisse. Oui, Boubacar la scrutait avec un mélange de stupeur et d'effroi, fasciné par cette femme qui avait eu tant de courage, incapable apparemment de se décider à faire quoi que ce soit. Et, plusieurs années, ils se côtoyèrent à distance, fantômes l'un pour l'autre, monstres l'un pour l'autre, pleins de rancœur, et pleins d'un amour tout entier passé par les flammes de la folie.